Épuisé, vidé de toute énergie, l'infiltré de Dieu continua difficilement son chemin, piétinant jusqu'à lui auprès de son Seigneur. Il se fit une fois de plus arrêter par une ultime abomination. Un démon créé de toutes pièces par le même créateur d'Afterlife et de Retribution. Vince sortit ses lames émoussées, mais au moment où il se rendit compte de la supériorité de son adversaire, un ancien membre du cercle d'Hammergame débarqua pour lui sauver la mise. On le nommait l'insolent chevalier du cercle. Celui-ci avait la capacité de rendre ses alliés inébranlables. Ils étaient cette fois-ci deux et déterminés face au mal. Salut à tous, c'est Vince alias Hammergame. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de Snap sur la légendaire saga de films Resident Evil. Bon, on n'est pas plus avancé comme ça. Vous savez pourquoi je m'affichais de cette façon en introduction, avec un espèce de vieux fond vert dégueulasse? Eh bien, c'était juste pour avoir ma jolie petite gueule malaisante sur la vignette. Sauf que cette fois-ci, c'est terminé. Ras le cul de passer pour un clown. Ce qui signifie que j'ai retiré ma tronche malaisante sur toutes mes vignettes de chronique. Voilà, comme ça on respire mieux. Quoi qu'il en soit, on se porte aujourd'hui sur le film Resident Evil, chapitre final. Là, on est sûr que c'est la fin, avec un titre pareil. Pas vrai, Paul ? En 2007 sortait le film Resident Evil Extinction, réalisé par Russell Mulcahy, connu pour avoir réalisé des chefs-d'œuvre comme les deux premiers Highlander ou encore La Malédiction de la Momie. Ce film est également produit et scénarisé par notre bien-aimé Paul William Scott Anderson, alors que deux films de cette même licence lui précédaient déjà, dont le tout premier qu'il avait lui-même réalisé. En 2013, je décide de créer un épisode des pires adaptations de jeux vidéo dédié à ce chef-d'œuvre, tandis que YouTube décidera de bloquer celle-ci quelques années plus tard dans le monde entier. Oui, YouTube adore changer ses propres lois du jour au lendemain. Je l'ai déjà expliqué dans mes précédents épisodes de Snap, mais W.S. Anderson est quelqu'un qui adore pomper sur d'autres œuvres de fiction qui marchent. C'est un peu le Gad Elmaleh de la réalisation cinématographique. Ses ambitions vont le pousser à reprendre les commandes de sa franchise à la réal pour créer en 2010 Resident Evil Afterlife dans le simple but de pomper quelques plans du jeu Resident Evil 5 sur une histoire et un univers qui n'ont strictement rien à voir. À savoir que RE5 est probablement le seul jeu de la franchise qu'il a fait de sa vie, du moins à cette époque. Le problème, c'est que ce fameux jeu vidéo se déroule en Afrique. Donc, Resident Evil Afterlife aurait pu être en cohérence avec Extinction qui lui se déroule dans un univers désertique tout en restant un minimum fidèle au jeu. Mais vu que les gens n'étaient pas très fans de ce délire capricieux du réalisateur qui consiste à transformer la franchise en un genre de Mad Max, les producteurs décident de faire table rase sur l'environnement désertique dans les films suivants, quitte à détruire toute logique afin de la remplacer par des environnements pluvieux accompagnés d'immeubles toujours en feu 10 ans après l'apocalypse. Le bémol, c'est qu'en 2015 sortait Mad Max Fury Road, du talentueux George Miller. Ce film a rapporté près de 380 millions de dollars pour un budget de 150 à 180 millions. Ce n'est pas le plan le plus rentable, mais ce dernier s'est fait encenser par les critiques et a bien évidemment attiré l'attention de notre bien-aimé Paul W.S. qui adore copier sur les autres en se disant « Ah, mais les gens aiment bien les univers désertiques finalement. Donc ça veut dire que si je reproduis la même chose, mais pour moins cher, je roule dans l'or. » Donc, pas de soucis, WS retournera sa veste une seconde fois en réinsérant l'univers désertique dans ses films comme si de rien n'était, de manière à pomper de plus belle l'univers de Mad Max dans son dernier volet, Resident Evil, chapitre final.
La différence, c'est qu'entre un Afterlife à pisser de rire et un Retribution ennuyant parce qu'il se prend trop au sérieux, eh bien entre les deux, il y a eu son adaptation des Trois Mousquetaires parce qu'il s'est également dit « Putain, le Sherlock Holmes de Guy Ritchie était quand même sacrément stylé, je vais faire la même chose avec Dumas ». Il est surprenant de voir que Paul William Scott Anderson trouve enfin sa patte en assumant complètement son style nanardesque et absurde. Et croyez-le ou non, mais c'est exactement ce qu'il va faire avec son dernier film Resident Evil. Je te vois Paul, je sais que tu fais exprès de faire n'importe quoi, ne me prends pas pour un bleu. De plus, il va nous épargner l'apparition de personnages des jeux qui n'ont rien à foutre là. WS décide de mettre fin une bonne fois pour toutes à cette franchise cinématographique en s'affranchissant de ses cliffhangers stupides, il va tout balancer. Tout ce qu'il nous a fait durant ces dernières années sera compilé dans ce chef-d'œuvre américano-franco-canado-africano-australo-anglo-germanique sorti le 25 janvier 2017, soit un jour pile après la sortie du 7e volet de la saga vidéoludique, bien avant l'arrivée du reboot de 2021. Ce film a coûté 40 millions de dollars et un bras, sans mauvais jeu de mots, puisque la cascadeuse Olivia Jackson a perdu le sien durant le tournage. Et c'est quand même un prix difficile à payer pour un film de cet acabit. And the next thing I remember, I woke up 3 weeks later after being in a coma, and then saw my family. Sorry. Ça va être dur de rebondir après ça. Après ses mésaventures contre des zombies à mitraillette à Washington, Alice, dernier élément important face à la survie de l'humanité, décide cette fois-ci de retourner à la source de tout ce remue-ménage, le Hive à Raccoon City, là où se trouve Umbrella Corporation qui cherche à mener un assaut final contre les survivants de l'apocalypse. Parce que ce sont des méchants les gens. Des méchants. Tout ceci sera dicté par la Reine Rouge, jouée cette fois-ci par la petite Heather Anderson, la propre fille du réalisateur, et de Milla Jovovich. Si ça c'est pas trop choupi. Et quand on parle de loup, on donnera bien évidemment la réplique à l'éternelle Milla Jovovich pour jouer le rôle d'Alice, parce que ça serait quand même dommage de se priver d'un final sans acteur vidé de toute émotion. Comme je l'ai toujours dit, Milla Jovovich n'est pas une actrice, c'est une mannequin. Ou du moins ça l'était. Mais je finis par éprouver de l'empathie pour elle. C'est un petit peu comme conduire une Renault toute claquée qu'on ne garde que par nostalgie. Ce 6e volet fait suite à Retribution, ou plutôt Retribution, dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Pour rappel, ce dernier ne sert à rien, puisque l'évolution du personnage principal Alice s'est assurée qu'elle récupère bien ses pouvoirs grâce à Wesker, donc on revient au point où on en était dans le 4e film, comme s'il ne s'était rien passé. Mais soit, qui aurait cru un jour que WS parvienne à me filer des frissons rien qu'à l'introduction de ce final avec la musique qui te fait bien dire là mon gars. Là mon gars, tu t'apprêtes à avoir l'orgasme du nanar tuné de ta life. Bienvenue dans un univers qui singe Mad Max avec une musique qui pompe sur le dernier. Mais en moins bien. Bienvenue également dans un film avec quelques partitions calquées sur Tron l'héritage. Là on voit que le scénariste ne réfléchit plus, c'est au niveau de la stabilité des bases. On se penche sur l'origine de James Marcus, le créateur du virus T inspiré du jeu Resident Evil 0, pour soigner sa fille de la progéria, la maladie du vieillissement prématuré. Bon, déjà quand t'es atteint de la progéria, tu ne ressembles pas à ça, mais à ça. Et surtout, pourquoi avoir appelé ça le virus T? Ça n'a jamais été un virus finalement. C'était juste un vaccin, voire un remède. Imaginez juste un remède contre le Covid-19 appelé l'hydroxyvirus T. Et c'est génial, puisque pour la 5e fois, on démarre le film avec une introduction qui recontextualise l'histoire, narrée par Alice. Mais tu te demandes juste à chaque fois pourquoi on ne nous a pas expliqué tout ça plus tôt. Comment Alice fait pour apprendre de nouvelles informations entre chaque intro? Moi, ça m'intéressait l'histoire de James Marcus qui, finalement, sort de nulle part. Resident Evil chapitre final va soudainement introduire un délire religieux, très mal exploité puisque ce n'est même pas abordé dès l'introduction où on voit la montée d'Alexander Isaacs au pouvoir. C'est vraiment... Ah, mais en fait, c'est de la faute des chrétiens. Ah bah voilà, c'est plus clair maintenant. Mais ça serait mentir de se dire que l'idée est mauvaise. Le fait de créer une arche de Noé géante pour les riches qui se cryogénisent sous la terre le temps que l'apocalypse se termine. Par contre, ça aurait été sympa que les méchants soient eux-mêmes au courant de leur propre plan dans les films précédents.
En ce qui concerne les mutants, qu'est-ce que vous avez à nous apprendre? Mes recherches indiquent qu'ils pourront être actifs pendant des décennies. On devra rester coincé sous terre pendant des décennies? Dans le troisième film, les mecs étaient tout bonnement en train de chercher une solution pour mettre fin à l'apocalypse. C'est con, hein? Enfin bref, tout ça est amené par l'antagoniste Alexander Isaacs, mort dans Extinction, mais en fait non, puisque c'était un clone. Mais je t'ai tué. Et pourtant, je suis là. Un clone. J'ai tué un clone. Ah bon? Ce qui me fait poser la question suivante, quel intérêt du point de vue des méchants d'avoir créé un clone juste avant? Je pense que même le scénariste à l'époque n'avait aucune réponse. Mais moi j'ai la réponse. Vu que Retribution avait déjà pété les règles à ce sujet pour faire revenir n'importe quel acteur connu à n'importe quel moment, et vu le succès de la série Game of Thrones en parallèle, c'était important de faire revenir Jorah Mormont, Ian Glenn, au même titre que Michelle Rodriguez dans le 5e volet qui avait buzzé dans Avatar entre temps. Et il faut dire ce qui est, la présence de Ian Glenn sauve quand même les meubles puisqu'à son habitude, il chie du charisme en barre. C'est pas grave, tu me supplieras de t'écouter dans très peu de temps. Après avoir décimé 7 milliards d'êtres humains, le méchant veut tuer les derniers bastions humains. Bon, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi, on sait juste qu'il s'y prend que 10 ans plus tard, ce qui sera l'enjeu du film. En dehors de la Bible, il y a aussi une volonté écologique derrière. Mais alors, pourquoi vouloir absolument tuer quelques pèlerins en mauvaise santé pour sauver la Terre? Surtout qu'on a vu que le virus touchait aussi les animaux. Donc, tu vas faire quoi de la planète sans les animaux? D'ailleurs, c'est super parce qu'à la fin, les héros explosent toutes les capsules de cryogénisation de riches, avec 2 vrais êtres humains dedans. Alors que je ne sais pas, peut-être qu'ils n'étaient pas tous mauvais. Là, on tue littéralement des gens juste parce qu'ils sont riches. Va falloir tuer Paul W.S. Anderson dans ce cas. S'ensuit des twists et des traites qui n'ont aucun sens. Un compte à rebours final qui s'étire en fonction de la difficulté imposée aux protagonistes, etc. Heureusement, comme je vous l'ai déjà dit, on nous épargne l'apparition de personnages des jeux qui n'ont rien à foutre là. Malheureusement, on ne nous épargne pas de la présence de personnages secondaires intérieurement inexistants. Je crois que Paul n'a pas compris qu'on ne peut pas éprouver de l'empathie pour des gens qui meurent si on ne les connaît même pas. On bat les couilles, frère. Le seul moment où l'émotion passe, c'est la toute fin, lors de la conclusion d'Alice, puisque c'est un des rares personnages qu'on connaît à peu près depuis le début, même si elle n'a aucun charisme, mais ça me regarde. Le fait d'apprendre qu'Alice est un clone de la fille de James Marcus, créé pour avoir une version parfaite, sans maladie, est une idée qui donne de l'effet, car on parvient à éprouver de l'empathie pour 2 versions qu'on pense connaître, auxquelles on a déjà eu le temps de s'attacher. Ce chapitre final bénéficie d'une réalisation qui maîtrise parfaitement le nanar des temps modernes. C'est ni trop ni pas assez, juste suffisamment absurde pour trouver ça hilarant. WS ne perd pas ses repères car il sait que c'est important de proposer des scènes d'action totalement illisibles avec des cuts toutes les demi-secondes chargées en faux raccord sans respect des règles du 180 degrés et sans absolument aucune créativité de mise en scène. Ce que j'ai découvert avec ce film, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de mise en scène. Il y a juste un montage qui colle des plans qui n'ont aucun lien entre eux, avec des jumpscares toutes les 5 minutes pour te rappeler que c'est quand même censé être un film d'horreur à la base. Ouais, je préférais peut-être les ralentis dégueux et interminables. Ces scènes d'action deviennent tellement incompréhensibles qu'on est obligé de faire un effort d'imagination pour rafistoler les plans entre eux et donner un semblant de cohérence. Mais ça ne retire en rien que Polo se libère dans ce film avec des passages tellement cons qui relèvent presque du génie, comme le fait qu'Alice tranche la main d'Isaacs afin d'utiliser sa moto activable uniquement par empreinte. Le film vomit tellement de plans toutes les 2 secondes que ça devient obligatoirement comique puisque c'est inattendu. Au passage, il est ironique de se dire que la doublure de Mila a justement perdu son bras sur cette scène. Pas de bras, pas de chocolat. Non, je déconne. On va aussi pomper du Sherlock Holmes de Guy Ritchie lorsqu'Alice manigance un plan dans sa tête en dualité avec le méchant. Bestial, mais expert. Vous croyez être le seul capable de jouer à cela. Bloquez le bras. Visez le point faible. Enchaîné avec coup de massue. Ah, c'est là qu'on reconnaît le champion de boxe de Cambridge. Sauf que là, bien sûr, ça sera très mal fait, juste épileptique. Te fatigue pas, tu n'y arriveras pas. De plus, le film nous gratifie d'un combat final au sommet de son art où le réal se branle sur des milliers de références inutiles aux précédents films.
On appréciera aussi la grenade qui n'explose qu'à moitié pour ne pas heurter Alice. Alors, c'est moche, mais c'est uniquement parce que le réel l'a voulu. Puisque tout du long, on a le droit à des effets spéciaux assez fous pour un film aussi peu cher. Des sublimes panoramas sur des environnements post-apocalyptiques avec, je le rappelle, un budget minuscule de 40 millions de dollars, ce qui relève de l'exploit. Même si l'incrustation 3D baffe toujours à l'écran, à cause de la réal qui propose quelque chose de frontal sans avoir froid aux yeux. Mais on a quand même des créatures très cool, un esthétisme globalement soigné avec un aspect high-tech bien développé qui se contraste parfaitement à l'apocalypse. Pareil pour la photographie que j'avais déjà relevée dans les qualités d'image d'Afterlife. Le film est généreux visuellement, sur une photographie qui ne se fout pas trop de ta gueule. Les noirs ne sont jamais trop noirs et les blancs jamais trop blancs. En fait, non. Notre producteur-réalisateur propose littéralement des films à pas cher qui rapportent énormément de pognon. Le film a rapporté 312 millions de dollars à côté du budget de 40 millions que j'ai déjà évoqué plusieurs fois. Ce qui est totalement phénoménal. Resident Evil chapitre final a été beaucoup plus rentable que Mad Max Fury Road. Les gens adorent le caca, mais moi aussi finalement. Je pense qu'on a tous une part de scatophilie au fond. Puisque le rendu final ressemble tellement à un nanar tuné qu'on est comme hypnotisé devant ça. En voyant le projet du prochain reboot et de la future série live de Netflix, je me surprends finalement à défendre les premiers films d'Anderson complètement bon enfant, qui avaient au moins le mérite de respecter le physique de ses personnages sans chercher à plaire aux minorités qui s'en cognent complètement. Quand je vois la direction nanardesque au possible que prend Capcom dans ses derniers jeux et derniers films CGI avec des twists plus invraisemblables les uns que les autres, je me remets en question sur pas mal de choses. Au bout du compte, Paul W.S. Anderson n'était-il pas le seul à avoir véritablement saisi l'essence de la saga Resident Evil en assumant complètement son côté absurde et en faisant n'importe quoi avec, sans chercher à plaire au public, comme essaie de le faire Netflix en matchant son adaptation à son public d'adolescents qui consomment du Elite en masse et qui en redemandent. Au-delà de ça, avec cette franchise, j'ai vu chez Anderson un genre d'enfant qui s'amuse, qui passe du bon temps avec sa famille et ça se sent. Est-ce qu'on peut réellement en vouloir à un enfant qui s'éclate? Bien sûr que non. Finalement, le vrai scandale n'est pas le fait que le film raconte une fois de plus une histoire qui n'a rien à voir avec les jeux, mais plutôt le fait de ne pas l'avoir vu au cinéma. J'ai déconné. Vraiment. Même si le deuxième visionnage est quand même un peu plus compliqué. C'est surtout marrant une fois, pas deux. À vrai dire, ça me fait un petit pincement au cœur de savoir que cette série s'est terminée sur ça. Avec, pour une fois, une vraie conclusion. Aussi invraisemblable et incohérente soit-elle, l'émotion passe quand même, et ça m'attriste un peu de savoir que ça sera probablement la dernière fois que je claque des doigts sur cette saga. Les rôles s'inversèrent. L'infamie était cette fois-ci affaiblie. L'insolent regarda l'infiltré claquer une dernière fois des doigts et déposséder son adversaire de son titre pour montrer au grand jour ce qu'il était réellement. Et c'est ainsi que nos deux héros reprirent leur chemin, voyageant vers un nouvel horizon, en quête de gloire et de richesse.